Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, cap sur l'Afrique de demain. Plateforme de mobilité, minerais rares et véhicules électriques, le continent ne manque pas d'atouts ni d'ambition. Mais tout de suite, voici les titres. Une nouvelle plateforme de covoiturage révolutionne le transport urbain au Bénin. C'est Air Mobility qui ambitionne de se développer en Afrique. Aucune application de ce type n'existe en Afrique de l'Ouest. Non. Tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes, et aussi cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Comment produire et consommer local tout en allégeant l'effet inflationniste de la guerre en Ukraine sur les produits alimentaires? Une association en République centrafricaine cherche la solution. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. Des étangs et des poissons, c'est l'option qui monte au Gabon pour donner à la population une nouvelle ressource nutritionnelle et financière. L'aquaculture pourrait donc apporter, combler ce gap, d'où l'intérêt qui a été recherché d'amener ces personnes de voir dans ces pays comment l'activité se fait et quels sont les niveaux de production. Une petite révolution dans le transport, c'est ce que proposent de nouvelles applications à portée de smartphone. Un exemple, Air Mobility au Bénin. De quoi s'agit-il exactement? D'une plateforme de mobilité partagée qui inclut les taxis du secteur informel, les bus interurbains, les motos, mais aussi les particuliers disposant de leur propre véhicule. Et le succès est au rendez-vous avec déjà plus de 10 000 membres et des projets de développement dans les pays voisins. Notre correspondant à Cotonou, Didier Assogba, a suivi l'aventure. Regardez. Déjà plus de 10 000 utilisateurs en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Tchad. Et bien sûr au Bénin, son pays d'origine. Air Mobility y est aujourd'hui l'une des applications les plus téléchargées. La raison de son succès, la réponse qu'elle apporte aux besoins de solidarité face à la crise énergétique qu'affrontent les pays africains. Car Air Mobility, c'est avant tout la solidarité sur la route. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Pascal Atoukou qui essaie pour la première fois Air Mobility. Tel qu'on s'inscrit, c'est pratique, c'est facile. Tu réserves, le conducteur te prend, tu arrives à destination, c'est assez simple. J'ai voulu essayer l'expérience et j'avoue que elle est assez intéressante. C'est pratique, c'est sûr et c'est moins cher. Je sais qu'avec Air Mobility, je peux aller en voiture. Comme ça prend 1, 2, 3 passagers. Voilà, ça permet de régler un peu le problème d'embouteillage, surtout aux heures creuses. Et aussi le problème de sécurité, parce qu'à moto, on est très exposé. L'application Air Mobility permet de partager les frais entre passagers et conducteurs en toute sécurité, avec des économies à la clé. Puisque selon une étude commanditée par le Centre national de sécurité routière béninoise, les dépenses de transport représentent au minimum 30 à 40% du budget mensuel d'une famille béninoise moyenne. Avant tout, le covoiturage, c'est de réduire les CO2 et tout, la pollution, et aussi économiser un peu sur son déplacement. Compte tenu du coût actuel de l'essence à 650 dans les stations, si déjà tu as 5 passagers, ou bien tu arrives à remplir les 7, ça tu es déjà dans les disons peut-être environ 5 litres, 6 litres, c'est pas mal. Si je prends 600 francs par passager de Porto-Novo pour Cotonou, ça me fait environ 2500. 2500, pour une voiture économique, tu as largement de quoi venir à Cotonou. Cette solution digitale collaborative regroupe tous les modes de transport, à savoir la moto, la voiture, les taxis intercités et les bus. Air Mobility, c'est une application que j'ai beaucoup aimée depuis sa genèse et j'ai adhéré. Vous avez vu que je viens de déposer un étudiant. Parfois, je mets en ligne mes trajets de Calavi vers Cotonou. Je trouve toujours quelqu'un à remorquer, vous voyez, non? Ça permet d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de déplacement. Les aider
à aller d'un point A à un point B. Air Mobility est une solution proposée par Reynald Ballot, le dirigeant de Reynis, entreprise spécialisée dans l'édition de solutions numériques en mobilité. C'est au cours de son travail de recherche en thèse doctorale que l'idée de créer cette plateforme est née. Ce jeune dirigeant l'a financée sur fonds propres de 2019 à 2021. Elle emploie aujourd'hui 7 personnes à Abomey-Calavi. La sécurité est le socle du fonctionnement de notre application. Et pour cela, tous les profils d'utilisateurs, que ce soit le passager ou le conducteur, fournissent des informations sur leur identité en fournissant notamment la pièce d'identité, les informations sur le moyen de locomotion, le moyen de déplacement. J'insiste beaucoup, aucune application de ce type n'existe en Afrique de l'Ouest. Tous les pays de la sous-région peuvent donc l'utiliser au sein de leur pays pour des déplacements dans la même ville, pour des déplacements entre villes, et aussi cette application peut être utilisée pour des déplacements entre pays. Déjà lauréate de plusieurs prix, dont la 2e place du concours Move Startup Challenge 2022, l'entreprise prépare activement une levée de fonds au Bénin et en France. Objectif, africaniser la plateforme, en faire une véritable application continentale en vue de créer le nouveau Blablacar africain. Le marché du smartphone abordable entre 100 et 200 $ continue de se développer à grande vitesse en Afrique. Une offre toujours dominée par les marques chinoises Tecno, Itel et Infinix du groupe de Shenzhen Transsion. Mais le coréen Samsung, en 2e place, voit ses ventes progresser. On note aussi le développement des solutions de crédit dédiées aux smartphones. Samsung dispose de sa propre plateforme M-Kopa et la plupart des opérateurs d'Orange à MTN se sont mis à proposer des solutions de financement. Que va-t-il arriver aux exportations françaises de céréales vers l'Afrique du Nord? La question se pose depuis la semaine dernière. En effet, à compter de la date butoir du 25 avril, l'utilisation de l'insecticide phosphine est interdite en France pour traiter les cargaisons de céréales. Cela alors que la fumigation est obligatoire dans de nombreux pays. La décision a été prise pour des raisons sanitaires, mais elle est très contestée par les céréaliers français. Ils ont demandé à ce qu'elle soit à nouveau examinée. Et justement, en Afrique subsaharienne, la question du prix des matières premières agricoles est toujours dans les esprits, particulièrement dans le contexte de la guerre en Ukraine. La substitution d'une part importante du blé dans la production du pain et d'autres aliments par la farine de maïs ou de haricots permet de faire des économies. Mais comment accroître la production locale et consommer localement? Notre journaliste à Bangui, Bertrand Médard-Gaïmas, a essayé de répondre à la question en visitant l'association Yetikodro qui fait la promotion des produits du terroir centrafricain. Regardez. Cette vendeuse, aidée par sa fille, vient juste de frire des kossé. Ce sont des galettes fabriquées à base de petits pois. C'est un des produits du terroir très prisé par les Centrafricains de tous âges. Ces kossé sont faits avec des petits pois que nous achetons sur le marché. Il ne coûte que 25 francs CFA et il est consommé par tous, petits et grands, écoliers comme des travailleurs. Consistant et bourratif, le kossé sert de soubassement matinal. Il rencontre un grand succès auprès des consommateurs, tant nationaux qu'expatriés. Si le petit pois n'est pas cultivé en Centrafrique, le haricot est largement répandu dans le pays. On le retrouve aussi bien dans le menu des ménages que dans les plats des cantines scolaires en Centrafrique. Activons le feu pour que le riz et le haricot soient prêts et bientôt les élèves vont sortir et ils doivent manger. Parfumé et doré, le kossé, apprécié pour l'énergie qu'il procure, est aussi irrésistible pour les écoliers que pour les passants, tant à pied qu'en voiture. La première chose qui t'attire lorsque tu passes devant ces beignets, c'est leur parfum. Ensuite, ils sont nourrissants et pas chers. Juste 2 ou 3 morceaux, tu bois un coup, c'est bon. Ça te donne la force de tenir ta journée. Le kossé, justement, fait partie des produits dont la commercialisation est soutenue par l'association Yetikodro, littéralement traduit, les choses du pays.
Il est apprécié au même titre que les autres produits proposés par l'association. Ici, nous avons des feuilles de haricots. Alors, c'est des choses qu'on ne trouve pas couramment sur le marché, dans les grandes surfaces et tout. Ici, nous avons la farine de mil, vraiment fait dans les conditions d'hygiène et tout. Les premières initiatives de l'association ont été lancées en 2016 à Bangui. Elle a depuis étendu ses activités à 2 autres villes du pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées dans toute l'Afrique pour s'approvisionner en blé ukrainien, la mobilisation est à l'ordre du jour pour pallier la situation. Nous ne produisons pas, mais nous apportons un appui aux producteurs locaux. Nous voulons que les Centrafricains puissent consommer les produits centrafricains. En Centrafrique, les prix des produits de première nécessité tels que la farine, l'huile, le sucre, pour ne citer que cela, augmentent déjà. On assiste depuis plusieurs semaines à une flambée croissante des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Et ces denrées qui sont essentiellement importées, malheureusement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine nous pénalise. Le sac de farine que nous prenions chez le grossiste à 30 000 francs CFA est devenu 40 000. Nous sommes obligés de revendre en détail à 1000 francs CFA 1 kg de farine qui se vendait à 750 francs CFA. C'est fort. Les commerçants ont le regard tourné vers les autorités de la République centrafricaine et ils s'interrogent surtout pour la situation du pays, connu pour son alliance avec Moscou. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un comité interministériel pour proposer des actions pouvant éviter l'asphyxie de notre pays. L'action stratégique et à moyen terme que le département du commerce et de l'industrie est en train d'envisager consiste à réduire notre dépendance à l'importation. Pour cela, nous encourageons et orientons nos investisseurs vers la transformation de nos nombreux produits locaux et ceci en collaboration avec les ministères de l'énergie, de l'agriculture, de l'élevage. Très impliquée dans le développement du pays, Yeti Kodro ne se limite pas aux produits alimentaires du terroir. En 2021, elle a reçu le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et Moyen-Orient, destiné à encourager les associations porteuses d'innovation. Et l'une de ces initiatives a été la mise en place d'un atelier appelé Kaina, dans lequel des artisans et jeunes qui ont des connaissances en couture peuvent venir travailler sur des machines mises à leur disposition, échanger et demander conseil à d'autres couturières expérimentés. Le nom Kaina Couture veut dire partager. Ça, c'est en patois. Partager quoi? C'est partager l'expérience entre les couturiers. Maintenant, nous avons 6 jeunes filles qui travaillent là de lundi au vendredi. En tant que marketeur, je n'étais pas venue à Yeti Kodro comme couturière, mais comme agent de marketing. C'est petit à petit au sein de Kaina que je me suis intéressée à la couture en apprenant à tricoter auprès de mes sœurs de l'atelier Kaina. Présente à Bangui et dans les sous-préfectures de Pawa au nord-ouest et Bria au centre-est de la République centrafricaine, Yeti Kodro démontre chaque jour que malgré les crises économiques et alimentaires comme celle provoquée par la guerre en Ukraine, des solutions se trouvent parfois dans l'initiative et le retour aux produits traditionnels. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Qui contrôlera les minerais africains nécessaires aux véhicules électriques? La montée en puissance de la Chine dans la participation de plusieurs mines clés sur le continent inquiète.
Un pays incontournable pour l'avenir du secteur est la République démocratique du Congo. Mais Tenke Fungurume, l'une des plus importantes mines de cobalt du monde, fait face à un différend au sujet des redevances dues par le groupe chinois CMOC à son partenaire, la société minière Gécamine détenue par l'État congolais. Le conflit bloque pour le moment les livraisons de cuivre et de cobalt de la mine. Pour en parler, je suis rejointe depuis Kinshasa par le journaliste congolais Jérôme Selena, un grand observateur du secteur minier. Jérôme, bonjour et merci de me rejoindre sur Business Africa. Alors, comment évaluez-vous les chances de résoudre la dispute entre le groupe chinois CMOC et Gécamine au sujet de la mine Tenke Fungurume? Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut suivre des fils en aiguille ce que disent les termes de leur contrat. Mais quelles que soient les divergences qui peuvent exister, le sol et le sous-sol appartenant à l'État et l'État étant représenté par la Gécamine aura toujours son mot à dire et surtout sa part, parce que c'est elle qui représente l'État dans ces dossiers. Mais alors, face à l'appétit des intérêts étrangers, quelles sont les options du gouvernement congolais pour vraiment tirer profit des ressources minières du pays? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a une opportunité en or. Le code minier, qui a été révisé en 2018, au mois de mars, la clause de stabilité étant passée de 10 à 5 ans, c'est en ce mois de mars, en principe, que le gouvernement doit se mouvoir pour remettre autour d'une table afin de pouvoir discuter encore avec les miniers. Pourquoi on doit discuter? Non seulement c'est pour essayer de maintenir les avantages, les acquis de ce code minier de 2018, parce que celui de 2002 était déséquilibré, pouvoir les maintenir, mais également introduire des innovations. La Chine tire dans chaque tonne métrique du coltan qu'elle achète auprès de multinationales qui achètent les coltans disons à l'Est, elle peut même arriver jusqu'à ça, 50 000 $. Donc, il est temps pour que le gouvernement exploite cette filière et érige la filière coltan parmi les minéraux stratégiques en essayant de supprimer l'exploitation artisanale. Au lieu de continuer à laisser des minéraux aussi importants être exploités par la population qui gratte, autant industrialiser, c'est-à-dire permettre aux gros industriels de venir, d'installer des équipements comme les équipements qu'on trouve au Katanga et exploiter industriellement. Là, l'État peut gagner beaucoup. Et ça peut aussi diminuer la présence des groupes armés. En décembre, le Congo, la Zambie et les États-Unis ont signé un protocole d'accord pour un projet de chaîne de valeur de véhicules électriques. Quels obstacles va-t-il falloir identifier et surmonter? Les Américains ont signé un protocole d'accord avec les Congolais de la République démocratique du Congo et les Zambiens. C'est pour mettre sur pied une usine de fabrication des batteries. La RDC, avec toutes ces fabuleuses richesses qui regorgent son sous-sol et son sol, est au rendez-vous des grands changements. L'industrialisation de l'Europe ne pouvait pas réussir sans les caoutchoucs de la République démocratique du Congo. Tout comme le changement climatique ne peut pas réussir sans les lithium, sans les cobaltes de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, à travers le code minier ainsi que les règlements miniers, développe petit à petit des stratégies pour faciliter la tâche à tous ceux qui veulent investir. Mais malheureusement, nous allégeons les procédures. Nous tendons la main vers les multinationales, mais les multinationales sont pour la plupart sanguinaires. La solution est simple. C'est les pays, les grandes puissances qui doivent nous aider, comme les États-Unis avec la loi Dodd-Frank, comme la France, comme l'Allemagne, comme toute l'Union européenne. Tout le monde doit s'élever pour dire que, attention, vous êtes grand, vous êtes coté en bourse, vous n'avez plus le droit d'aller acheter le minerai du sang. Et si la communauté internationale prend une telle décision, je pense qu'il y aura la paix et on pourra tous aller vers le développement. Jérôme Selena, merci beaucoup.
Et ce n'est pas un hasard, le producteur d'énergie kényan, KenGen, regarde sérieusement du côté de la filière des véhicules électriques. Sa cible, les batteries de lithium qui équipent ses voitures de nouvelle génération et les précieux matériaux qui les composent, cobalt, lithium ou graphite. KenGen espère s'associer avec des experts de la filière du recyclage pour traiter ces batteries arrivées en fin de cycle de vie. Le producteur kényan a récemment annoncé une coopération avec la compagnie de pétrole nationale du pays pour installer des bornes de recharge des véhicules électriques dans les stations-service. Augmenter la contribution de l'aviation à la croissance économique de l'Afrique, c'est l'objectif de Focus Africa. Il s'agit d'une initiative que lance l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Après l'impact très négatif de la crise Covid, l'objectif est de relier le transport aérien aux opportunités commerciales et d'emploi sur le continent. Yvonne Makolo, PDG de Rwandair et première femme à présider le conseil des gouverneurs de l'IATA pour 2023-2024, suivra de près la réalisation de l'initiative dans 6 domaines clés parmi lesquels figurent les infrastructures et les compétences. Et la mer est aussi une ressource incontournable pour le continent. 38 des 54 pays africains sont des États côtiers et la pêche fournit une activité à plus de 10 millions d'Africains. Pourtant, des activités comme la pêche illégale ont abouti à une surexploitation des ressources halieutiques dans des eaux pourtant parmi les plus poissonneuses du monde. Le Gabon a décidé de s'emparer du défi en se lançant dans la pisciculture. Regardez. Avec plus de 800 km de côte et un important réseau fluvial qui inonde le pays, le Gabon semblait avoir un énorme potentiel pour faire de la pêche l'une de ses principales ressources. Mais c'est seulement il y a une dizaine d'années que ce pays d'Afrique centrale a décidé de relever le défi de faire du poisson, et en particulier de la pisciculture, une activité rentable et attractive. Nous avons 10 étangs. En termes de superficie, ça représente 4400 mètres carrés et il reste encore 6000 à créer. Nous avons bénéficié de l'opportunité offerte par l'État gabonais et la BAD. Et nous avons fait une visite, un voyage d'études au Nigeria et au Bénin, ce qui nous a permis de voir comment font les autres pour que nous puissions adapter ça chez nous. Avec une consommation moyenne de 25 à 30 kg de poissons par année et par habitant, l'écart entre la production locale et les besoins en importation était très important. L'aquaculture pourrait donc apporter, combler ce gap, d'où l'intérêt qui a été recherché d'amener ces personnes de voir dans ces pays comment l'activité se fait et quels sont les niveaux de production. Christian Okouyi porte l'uniforme de ce que l'on appelle la police des poissons. Il est employé par l'Agence nationale de l'agriculture et de la pêche qui bénéficie de l'aide de la Banque africaine de développement pour des formations et apporter son expertise. Martial Ntoutoumé termine sa journée après avoir vendu 35 kg de rouget. Il se souvient de ses débuts difficiles comme petit pêcheur 10 ans plus tôt. J'ai commencé d'abord à la rame, c'est-à-dire sans moteur, sans filet. Au fur et à mesure que j'ai commencé à acheter mon matériel, j'ai acheté 4 chevaux, après les 4 chevaux, les 8 chevaux, après les 8 chevaux, les 15. Pour le dîner familial, avec ses 6 enfants, du poisson bien sûr. Sur la côte, à Port-Gentil, sur le marché, une grande variété de poissons. Les associations de pêcheurs et les compagnies de chalutiers ont reçu des financements pour les équipements et le matériel, ce qui a bénéficié aussi à des dizaines de pêcheurs qui partent avec leurs embarcations sur les riches eaux gabonaises. La pisciculture, je suis là-dedans par passion. Valentin Losangoy a lancé son activité de pisciculture à Andenne en 2013. À cette époque, il n'y avait là que des arbres et des broussailles.
Nous avons 21 bassins pour une superficie d'eau de l'ordre de 6121 mètres carrés. Les spéculations exploitées sur le site sont le tilapia principalement, le silure. Pour sa retraite, Joseph Meyong ou des entrepreneurs comme Valentin Losangwai, le succès signifie que leur avenir est assuré et qu'il y aura des opportunités d'embauche pour les jeunes locaux curieux de connaître les potentiels de l'industrie de la pêche, en mer comme à terre. Le jour que nous aurons atteint nos objectifs de remplir tous les bassins, c'est-à-dire de produire 14 tonnes 2 fois ou pendant 2 cycles, je crois que nous pourrons gagner beaucoup d'argent. Je suis certain. Je n'ai peut-être pas envie de dévoiler un secret, mais j'ai envie d'en faire un site, même touristique, que j'ai bien envie d'emménager, mettre un petit hôtel, mettre un restaurant où les gens viendraient manger du poisson frais. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Vincent Kounda, le président de l'association Congo River et un fervent défenseur du grand fleuve africain. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaormia.com et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.